juste un petit mot du pétrole. On attaque doucement la ligne de flottaison des $59. Si on la passe en dessous, si on rejoint 59,40, on se retrouve au plus bas de l'année, ce qui correspond à des plus bas de 6 ans. Avec peut-être un impact macroéconomique, et ça on peut l'enchaîner, je le dis à Fabien, notre réalisateur, sans jingle. Samy Char va rebondir là-dessus, chef économiste de Lombard Odier et compagnie. Bonjour Samy. On va parler du rapport sur l'emploi, mais le pétrole qui baisse là, c'est super bon pour la croissance, on l'imagine. Oui, ce que ça montre aussi, c'est qu'on n'a pas une demande mondiale qui est extrêmement vigoureuse. On a évidemment un marché qui est très très nourri par les Américains qui continuent de produire, mais aussi évidemment par les Saoudiens qui en ont marre de perdre de la part de marché et donc ils reviennent sur le marché. Et donc au final, on a une demande qui est quand même un peu faible, on a une offre qui est pléthorique et donc on a un prix qui a tendance à baisser. Super effectivement pour les perspectives d'inflation, probablement très bon pour le pouvoir d'achat et surtout c'est très très bon pour ce défi constant pour les banques centrales et donc ça appelle évidemment une plus grande facilité à baisser les taux en 2026. Quelle bonne nouvelle que de voir les cours du pétrole effectivement continuer à reculer dans l'espoir d'une possible paix, on verra, entre Ukraine et Russie et donc peut-être, on verra là aussi, il y a 1000 conditionnels à mettre, mais peut-être un jour un retour de l'offre russe sur le marché, qui sait. En tout cas, c'est l'un des paris du marché, une demande chinoise qui reste assez faible donc, et cette production toujours forte que vous venez de décrire, le cours du pétrole sous les 60 pour le brut léger américain bien sûr, mais aussi pour le Brent. Et pendant ce temps, l'emploi américain, tiens ça y est, on a enfin un rapport sur l'emploi américain, ça faisait longtemps avec le shutdown. Quelles leçons en tirez-vous? Il y a plus de création de postes qu'attendu, des salaires qui progressent moins qu'attendu, donc de ce point de vue c'est parfait, mais un taux de chômage un peu haut depuis 2021 quand même, Samy. Oui Guillaume, on dirait que l'essentiel est préservé. Quelque part, le complexe emploi, consommation, parce qu'on a eu les ventes au détail aussi aujourd'hui, est en train de tenir. On n'a pas de chiffon rouge et de signes de récession marqués. En gros, on continue à avoir de l'emploi, les Américains continuent de consommer, et donc on reste dans un environnement de croissance qui est positif. Mais il y a vraiment un mais, et le mais, vous l'avez dit, c'est déjà un chômage qui monte. Alors, il monte très régulièrement, ce qui fait que ce n'est pas en train de déclencher un signal de récession. Vous savez que pour déclencher un signal de récession, il faut soit que le chômage soit haut, soit qu'il augmente très rapidement. Or, aujourd'hui, on est vraiment dans une augmentation très graduelle, donc pas d'effet récessif. Mais enfin, c'est évidemment un, voire deux pas dans la mauvaise direction. Le chômage est passé au-dessus des 4,5 et surtout au-dessus des attentes de la Réserve fédérale américaine. Donc, ça veut bien dire quand même que le chômage est en train de se détériorer de manière plutôt non attendue. Et enfin, il y a aussi les salaires qui ont baissé, et ça veut dire c'est aussi un problème de demande quelque part. Il n'y a pas qu'un problème d'offre au niveau de l'emploi aux États-Unis, la demande est quand même maigrichonne, et donc les salaires baissent. Super pour les tensions de l'inflation, mais enfin ça veut quand même dire qu'au niveau de la consommation, il ne faut pas s'attendre non plus à un boom en 2026, on risque d'avoir des niveaux de croissance quand même assez contenus. Bon, concernant les prochains prétendants au poste de président de la Fed, on a encore Kevin Hassett, qui encore quelques jours était le favori de Donald Trump, qui dit que la Fed a besoin d'indépendance, qui dit que les propos de Donald Trump n'ont pas vraiment d'effet sur la politique monétaire. Bon, clairement, Trump est en train de changer de cheval et en train de choisir l'autre Kevin Warsh. Oui, effectivement, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Le sentiment, c'est que ce soit Kevin Hassett ou Kevin Warsh, ce n'est pas le meilleur pour le poste. C'est évidemment des gouverneurs qui seraient récompensés de leur loyauté, certainement pas de leurs compétences. Mais il y a deux choses importantes à dire. La première, c'est que si vous voulez nommer un gouverneur de la Fed, il doit faire partie du board. Or, aucun des deux Kevin ne fait partie du board aujourd'hui. Il va donc falloir leur trouver une place. Est-ce que c'est Miran qui va devoir céder sa place? Est-ce qu'ils vont finalement réussir à sortir Lisa Cook? Il y a une dynamique ici où dans les mois qui viennent, il va quand même falloir mettre quelqu'un au board, parce que si vous n'êtes pas au board, vous ne pouvez pas être gouverneur de la Fed. Et il y a un deuxième élément à retenir, c'est que la Réserve fédérale américaine, enfin le FOMC, les 12 qui décident des hausses et des baisses de taux, ça se fait non pas à l'unanimité, mais à la majorité. Et c'est là où c'est très important de savoir comment les Kevin intégreront le board. Parce que si vous avez besoin de la majorité et que vous devez enlever un Miran qui est proche de Trump, pour un autre, finalement, vous n'obtiendrez pas la majorité pour faire des baisses de taux très marquées. Et donc, la Réserve fédérale américaine devrait rester une institution monétaire crédible. Oui, ça reste un Rubik's Cube et c'est plutôt une bonne nouvelle pour son indépendance, effectivement. Merci beaucoup, Samy. C'est très intéressant ce que vous nous disiez. Le prochain président de la Fed devra auparavant avoir été membre du board et être membre du board au moment où Donald Trump le choisira. Il l'a été, Kevin Warsh, mais il y a très longtemps, entre 2006 et 2011, à l'époque de George Bush fils, président à l'époque. Merci beaucoup, Samy.